Aujourd'hui, dans cet exercice, on va s'attaquer à un satellite géostationnaire en rotation autour de la Terre. Alors on va devoir déterminer la seule altitude possible pour un satellite géostationnaire. Pour cela, on nous donne deux indications. Ce satellite est en rotation autour de l'équateur et sa trajectoire est un cercle autour de la Terre. Alors ce problème formulé comme ça est assez difficile parce que l'énoncé ne donne pas de piste pour attaquer l'exercice. On va donc devoir traduire chacun des termes de l'exercice pour tenter de trouver une piste. Donc la première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est le mot géostationnaire. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Géostationnaire, cela signifie pour un satellite qu'il est immobile par rapport à un point de la Terre, mais qu'il tourne autour de celui-ci à une vitesse de rotation constante. Maintenant que l'on a défini le terme géostationnaire, on va pouvoir tenter de trouver une méthode pour s'attaquer à ce problème. Alors, typiquement dans un exercice de physique, il faut penser aux théorèmes qui peuvent nous être utiles pour l'aborder. Et souvent, quand on parle de satellites, de planètes ou d'espace, c'est qu'on a affaire à un problème de mécanique. Un théorème très utile dans les problèmes de mécanique est le principe fondamental de la dynamique, aussi appelé PFD. Alors, ce théorème, qui porte différents noms, aussi la deuxième loi de Newton, permet de relier l'accélération d'un point matériel aux forces qui s'exercent sur lui. Cependant, avant de vouloir appliquer le PFD, en physique, il est très important d'abord de faire un schéma de la situation. Donc ici, on met une petite croix pour représenter la Terre. On va dessiner l'orbite du satellite qui est censé être circulaire autour de la Terre. Donc ici par exemple, je vais mettre un petit S pour le satellite. On s'intéresse maintenant au bilan des forces qui s'exercent sur le satellite. Alors, premièrement, le satellite n'est en contact avec aucun autre objet. Donc il n'y a pas de force de contact qui s'exerce sur le satellite. Les seules forces qui peuvent s'exercer sur le satellite sont des forces à distance. Et la seule force qui s'exerce sur le satellite, car ce n'est pas par exemple un objet magnétique, c'est la force de gravitation, que l'on va noter grand F, qui attire le satellite vers la Terre. Donc dans le bilan des forces, on note grand F. Maintenant que l'on a fait le bilan des forces, on peut appliquer le principe fondamental de la dynamique, qui dit donc que la masse du satellite multipliée par son vecteur accélération est égale à la résultante des forces qui s'exercent sur lui. Ici, la résultante des forces, c'est seulement F, car c'est la seule force qui s'exerce sur le satellite. Il nous reste maintenant deux choses à faire. Tout d'abord, déterminer le vecteur accélération et aussi l'expression de la force F. Pour trouver l'expression du vecteur accélération, on va d'abord devoir choisir un repère d'axe. On pourrait choisir un repère cartésien par rapport à la Terre pour exprimer le mouvement du satellite, mais si on remarque bien, et par rapport aussi à l'hypothèse que nous avait fait l'énoncé, le satellite est en rotation autour de la Terre. Donc la base polaire est pertinente dans cet exercice. On représente ici le vecteur ER et ici le vecteur Eθ. Donc on va utiliser cette base de vecteurs pour exprimer le vecteur accélération. Alors tout d'abord, en coordonnées polaires, donc ici avec notre base de vecteurs, le vecteur vitesse s'exprime avec petit r, le rayon du cercle, ici, multiplié par θ point, la vitesse angulaire, exprimée selon Eθ, le vecteur représenté ici. Alors tu pourrais te demander pourquoi la vitesse angulaire s'écrit θ avec un point ici. Alors un petit point au-dessus du θ, ça veut dire qu'on dérive θ par rapport au temps. Et je ne sais pas si tu le savais, mais la vitesse s'écrit comme la dérivée. Donc j'ai ici entre t et s, donc t,
le vecteur TS, il représente la position du satellite par rapport au temps. Donc la vitesse, ça s'exprime comme la dérivée de la position par rapport au temps. Et donc ici, on dérive l'angle que fait le satellite au cours du temps autour de la Terre pour exprimer sa vitesse angulaire. Sauf qu'ici, on a seulement le vecteur vitesse. Et nous, on veut le vecteur accélération. Donc le lien entre le vecteur vitesse et le vecteur accélération est un lien de dérivée. En effet, le vecteur accélération, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse, que j'ai écrit ici. Donc maintenant, on utilise les formules de dérivation pour obtenir l'expression du vecteur accélération. Donc comment on fait pour dériver? On dérive chacun des termes ici, donc r, θ point, puis le vecteur Eθ, et on garde les deux autres constants. Donc ici, on commence d'abord par dériver le rayon. Sauf que le rayon qu'a le satellite par rapport à la Terre lors de sa trajectoire est constant. Donc, ce terme vaut 0. Ensuite, on dérive θ point par rapport au temps. Sauf que l'on a dit précédemment que la vitesse angulaire du satellite était constante. Et la dérivée d'une constante est nulle. Donc ce terme vaut aussi 0. Ensuite, on va devoir dériver le vecteur Eθ. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est que le vecteur Eθ, quand je le dérive par rapport au temps, j'obtiens moins θ point ER. Donc on se retrouve avec un autre vecteur, ER, celui-là, dans cette base, et on obtient un facteur multiplicatif, moins θ point. Et donc, finalement, l'expression du vecteur accélération est égale à moins R, le rayon, θ point, la vitesse angulaire au carré, portée par le vecteur ER. Maintenant, il nous faut déterminer l'expression de la force F. Donc pour cela, on utilise la forme typique que tu as peut-être appris pour la force de gravitation. Donc ici, je note petit m, la masse du satellite, et mt, la masse de la Terre. Et donc ici, pourquoi j'ai mis ER? C'est parce que précédemment, sur notre schéma, on avait la Terre ici, le satellite ici, la force qui était dans ce sens-là, donc oui, une force attractive qui pousse le satellite vers la Terre, mais dans ce sens-là, on avait le vecteur ER, et tu remarques qu'ils sont de même direction, mais de sens opposé. Maintenant, il nous reste à déterminer le rayon qu'effectue la trajectoire du satellite autour de la Terre. Donc pour cela, on réutilise le PFD qui nous dit que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces, sauf que maintenant, on dispose de l'expression de l'accélération et de la force. Donc ici, on remplace le vecteur accélération par l'expression précédemment déterminée. Maintenant, pour déterminer petit r, on projette cette équation sur le vecteur ER. Donc ça veut dire que on enlève le vecteur ER ici en faisant, pour ceux qui aiment bien les détails théoriques, un produit scalaire avec le vecteur ER. Les moins ici se simplifient, la masse du satellite se simplifie, et donc on obtient que R θ point au carré est égal à grand G, la constante de gravitation universelle, multiplié par mt, la masse de la Terre, divisé par r carré. Maintenant, on isole petit r, et on obtient que petit r au cube, c'est égal à grand G fois la masse de la Terre, divisé par la vitesse angulaire du satellite au carré. Seulement, on ne connaît pas avec précision la vitesse angulaire du satellite. Par contre, on a retenu que vu que le satellite est géostationnaire, il a une vitesse de rotation constante par rapport à la vitesse de rotation de la Terre. C'est là maintenant qu'on va faire intervenir un concept très important, le lien
entre vitesse de rotation et la période de rotation. Donc on écrit que la période de rotation de la Terre est égale à 2π divisé par la vitesse angulaire du satellite. Alors ici, tu vois que j'ai mis un petit s en indice de la période de la rotation de la Terre. C'est parce que c'est ce qu'on appelle le jour sidéral, qui est un petit peu plus court que le jour terrestre. En effet, il fait seulement 23 heures et 56 minutes. Alors pourquoi on considère le jour sidéral plutôt que le jour sur Terre? Le jour sidéral, c'est la durée d'une rotation complète de la Terre sur son axe par rapport aux étoiles fixes. Donc on dit les étoiles fixes, mais c'est juste pour prendre un repère. Alors que sur Terre, tu vois, on a fixé 24 heures. On remplace maintenant l'expression obtenue de θ point dans la formule avec le petit r isolé. On prend maintenant la racine cubique et on obtient cette expression pour le rayon du cercle autour duquel le satellite est en rotation par rapport à la Terre. Une dernière chose qui serait intéressante, c'est plutôt que de connaître le rayon du cercle selon lequel le satellite est en rotation, ce serait plutôt l'altitude de rotation du satellite par rapport à la Terre. Alors pour cela, on va considérer h, son altitude, qui est égale au rayon ici précédemment déterminé, moins RT, le rayon de la Terre. Je vais maintenant procéder à l'application numérique avec la valeur de ces différentes grandeurs. On trouve comme altitude de rotation 35 790 km. Donc cette altitude, c'est la seule altitude possible pour un satellite géostationnaire en rotation autour de la Terre. Alors pour un petit point culturel, tu as peut-être déjà entendu parler qu'il y avait beaucoup de conflits autour des satellites géostationnaires. Eh bien, c'est en partie à cause de cette altitude, car c'est la seule altitude pour avoir un satellite géostationnaire. Sauf que de nombreux pays veulent avoir leur satellite géostationnaire, car c'est très utile, de 1, pour espionner les autres pays, mais aussi pour la météo ou pour d'autres applications. J'espère que cet exercice t'a permis d'en apprendre plus sur les satellites géostationnaires, et n'oublie pas de t'abonner pour d'autres exercices de physique.